Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce 15h. Début des consultations pour la mise en place du système biométrique à Obok. Formation de la nouvelle instance de transition le 18 août au Soudan. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre de la mise en place du système biométrique à Djibouti, Ahmed Omar Jama, président par intérim du comité technique en charge du suivi de la bonne exécution de ce projet, s'est rendu à Obok dans la matinée du 4 août 2019. Cette visite était la première étape d'une large tournée régionale qui durera 5 jours, dont l'objectif est d'examiner les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités du système d'État. Dans cette tournée, le président par intérim du comité technique Ahmed Omar Jama était accompagné du maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane, du secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation, Mohamed Issa Faraj, du directeur général adjoint de la CNSS, Abdelkader Dini, ainsi que du haut cadre de plusieurs départements impliqués dans cette registre national, comme le ministère de la Justice, représenté par Mme Khadira Mohamed, magistrat à la Cour, l'ANCI, l'Agence nationale du système d'information, ou encore l'ANPH, l'Agence nationale des personnes handicapées. Les membres du comité technique ont été accueillis à Obok par le préfet adjoint ainsi que le président du conseil régional, qui les ont aussitôt conduits dans la salle pour commencer les débats et discussions avec l'Assemblée présente autour de la table. Le système d'état civil présente des fortes lacunes qui impactent aujourd'hui la vie de beaucoup d'individus qui échappent encore au système d'enregistrement des naissances, notamment les enfants nés dans les régions rurales reculées ou celles où il n'existe pas encore de centre d'état civil fonctionnel. Aussi, avec la loi numéro 39 de l'année 2019 de la 8e législature du 21 janvier 2019 portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, création du numéro national d'identification et d'établissement d'un registre national, ainsi que son décret d'application. L'assainissement et la réforme du système d'état civil devient désormais une question prioritaire qui doit faire l'objet d'une réflexion à l'échelle nationale à laquelle il faudra apporter des solutions urgentes afin de mettre en application la loi donc mentionnée en bonne et due forme. Le président du conseil régional et le préfet par intérim qui se sont exprimés lors de cette visite, qui est la première étape d'une large tournée régionale qui durera 5 jours et dont l'objectif est d'examiner les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités du système d'état civil. Écoutant. Régionale pour la réforme de l'état civil et l'application de la loi de 19 8e législature du 21 janvier 2019, a souhaité la bienvenue à cette importante délégation conduite par M. le directeur général de la population. Je tiens à vous remercier, le DG de la population, qui est à l'origine de cette noble et intéressante initiative, que de revoir le système de fonctionnement et d'enregistrement de l'état civil Djibouti et l'explication de la nouvelle loi. Toutefois, les régions de l'intérieur et surtout les populations rurales ont des problèmes d'accès aux services de l'état civil, ont du mal à recevoir le document d'identité ainsi à l'enregistrement des naissances. En ce temps, nos services doivent être capables de répondre favorablement à la demande de la population. Pour nous, cette consultation qui commence aujourd'hui à Obok, ce sera une consultation qui va aller dans chacune des régions. Et c'est pour d'abord faire l'état des lieux d'état civil, mais surtout aussi expliquer à nos concitoyens la nouvelle approche, la nouvelle donne qu'on veut mettre en place, à savoir les numéros nationaux d'identification et du registre national des personnes physiques. Donc cette consultation sera l'occasion à chaque département de pouvoir faire une présentation aussi, afin que les participants que vous êtes puissent voir
et surtout on voudrait qu'il y ait vraiment donc un échange donc interactif. Je vous propose à présent de suivre les interventions du directeur adjoint de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, et du secrétaire général du ministère de la décentralisation. La nécessité d'un numéro unique a été déjà expliquée par le directeur général de la population, par Madame la maire et le secrétaire général du ministère de la décentralisation. Moi, pour ce qui me concerne, je vais donc dire quel est l'intérêt de ce numéro unique au niveau de la CNSS. À la CNSS, nous attribuons des numéros par régime. Nous avons des différents numéros. Quand il s'agit de la retraite, quand il s'agit d'accidents de travail, quand il s'agit des soins, et quand il s'agit aussi des employeurs. Donc ce numéro unique qui sera attribué sera vraiment nécessaire au niveau de la CNSS et pour les usagers que nous gérons. L'état civil fait partie des compétences transférées aux régions par le décret de 2007 dont le suivi et l'évaluation incombent au secrétariat d'État chargé de la décentralisation. On sait par ailleurs que, d'après l'article 7 de la Convention sur les droits des enfants, tout enfant a droit à l'enregistrement de sa naissance. Une étude publiée par l'UNICEF, selon ces études, 10% d'enfants ne seraient pas enregistrés à Djibouti. Prenons la parole en dernier. Le directeur de la population a précisé que les recommandations seront réunies et appliquées afin de garantir un système d'état civil fiable et assurer ainsi la réussite du projet de mise en place du système biométrique. Écoutons le directeur de la population. Conformément à la disposition de la loi numéro 39 qui a été adoptée le début de cette année, le numéro national d'identification sera attribué dès la naissance et servira d'un code unique pour l'identification de la personne dans tous les documents administratifs. Nous comptons par ces procédés faciliter les tâches entre l'administration et les administrés et atténuer autant que possible le lourdeur des procédures administratives qui affectent le traitement des dossiers dans l'administration et améliorer notamment avec l'introduction de l'électronique dans les services rendus à la population. Nous comptons, par le biais de cette consultation régionale, examiner le système d'état civil, les fonctionnalités des systèmes et l'état de lieu du système existant dans chaque région et dans chaque localité. Autre actualité des 15 heures, placé sous l'égide du ministère de la Santé et en étroite collaboration avec l'OMS, un séminaire sur le plan d'action national pour la sécurité sanitaire est organisé au Sheraton Hotel durant 5 jours. À noter que le lancement de ce séminaire s'est déroulé en présence du directeur par intérim de l'Institut de santé publique à Djibouti, l'INSPD, M. Nouh Saïd Waïs, du représentant de l'OMS, Dr Ahmad Zotein, ainsi que de nombreux cadres du département de la santé. Un atelier qui a donc réuni l'ensemble des parties prenantes au niveau national qui sont composés des représentants de différents départements ministériels, tous issus des secteurs clés en charge de l'élaboration d'un plan d'action annuel de sécurité sanitaire. Les travaux de ce séminaire s'inscrivent dans le cadre de suivi et d'évaluation du règlement sanitaire international afin de permettre d'analyser les capacités du Djibouti en termes de sécurité sanitaire à travers un processus collaboratif multisectoriel prenant en compte la prévention, la détection et la lutte contre des maladies. Pour rappel, ce plan d'action national s'inspire également du concept d'un monde, une santé qui couvre 19 domaines techniques et qui s'applique à l'ensemble des capacités associées au titre de ce forum dans le pays. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Dr Ahmad Zotein, a salué
les efforts gouvernementaux en matière de sécurité sanitaire, notamment à travers une démarche collaborative susceptible de renforcer davantage le dispositif institutionnel et opérationnel. Écoutons. Il y a une année, on a travaillé pour faire une évaluation conjointe, pour voir l'état de préparation de Djibouti. Et je crois que l'atelier qu'on est en train de faire aujourd'hui est une suite logique à cette évaluation qu'on a faite, mais aussi une opportunité. Une opportunité, des fois on dit, oui, on veut contribuer, c'est maintenant qu'il faut contribuer, pour vous assurer que les citoyens de ce beau pays continueront à être sains et saufs, à être protégés des problèmes de santé qui peuvent venir d'autres pays. Et quand je dis d'autres pays, ce n'est pas juste les pays limitrophes. Quelqu'un peut prendre un avion de RDC et partir pour, par exemple, en Chine ou quelque chose, s'arrêter à Dubaï, être assis à côté de quelqu'un qui de Dubaï viendrait ici, et la transmission peut se faire. Un jour, vos enfants vont dire que nos grands-parents, ils ont fait un travail sensationnel, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu préserver la santé de ce pays, et vous allez être fiers, et je serai fier avec vous. Je vous remercie. Pour sa part, le directeur de l'Institut national de santé publique, M. Nuh Saïdou Aïs, a rappelé que cette initiative a pour objectif de doter notre pays des moyens et des procédures appropriées pour faire face à des situations de crise de petite ou grande ampleur. Écoutons le directeur de l'INSPD. De ces analyses situationnelles que nous lançons aujourd'hui dans l'élaboration d'un plan national dans la sécurité sanitaire qui sera budgétisé et qui couvrira les 19 domaines techniques du règlement sanitaire international. Notre ambition en termes de cet exercice s'articule autour de deux objectifs majeurs. En premier, celui de disposer d'un outil qui nous permettra d'améliorer notre préparation et notre réaction aux urgences de santé publique, en axant les efforts sur la prévention, la détection et la riposte rapide, et celui de disposer d'une feuille de route budgétisée qui nous permettra d'une mise en œuvre multisectorielle du RSI sur la base d'une approche englobant l'ensemble des risques. Mesdames et messieurs, des systèmes de santé forts et résilients sont nécessaires pour appuyer les interventions nationales aux urgences de santé publique. C'est dans cet esprit que notre département en général conduit depuis plusieurs semaines une réflexion autour de dispositifs existants en matière de gestion des risques et des catastrophes. Cette initiative a pour objectif de nous doter, in fine, des moyens et des procédures appropriées pour faire face à des situations de crise de petite et de grande ampleur. Par ailleurs, conformément à la feuille de route tracée par le président de la République, chef de gouvernement, M. Ismaël Marguerite, nous a entamé une large réforme du système de santé fondée sur le fondement du système de santé existant, mais également la construction de nouvelles infrastructures de santé dotées de plateaux techniques de dernière génération. Je vous emmène dans la localité de Assamo, région d'Ali Sabié, où dans le cadre du programme national de solidarité famille, le ministère des Affaires sociales et des solidarités a effectué un déplacement ce week-end dans cette localité pour le transfert d'argent destiné aux familles vulnérables. Lancé en 2016 par le chef de l'État, le projet est mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des solidarités. Il est porteur des solutions adaptées aux affres de la précarité auxquelles sont confrontées les franges vulnérables de la population djiboutienne, qu'elles vivent dans la capitale ou les régions de l'intérieur. La démarche est opportune et elle vise au renforcement des capacités productives et éducatives des ménages bénéficiaires de ce programme. Celui-ci repose sur une approche intégrée de protection sociale dans la lutte contre l'exclusion des familles pauvres, financé entièrement sur fonds propres du gouvernement. Ce programme cible actuellement 3362 ménages, soit environ 17 482 individus qui sont répartis dans les 5 régions de l'intérieur. Chacun de ces foyers bénéficie d'un transfert monétaire de 30 000 francs par mois. D'ailleurs, dans le but de mieux coordonner les actions en matière de protection sociale, le ministère des Affaires sociales et de solidarité a mis en place un registre national censé
servir de base à toutes les interventions futures en faveur des franges vulnérables de la population djiboutienne. Et de là, nous passons aux nouvelles africaines et internationales. On commence avec cette information qui nous provient du Soudan. Le Soudan sort de la crise politique dans laquelle ils étaient plongés depuis décembre. Les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation ont signé une déclaration afin d'installer dès le 18 août prochain un conseil souverain. Il sera formé de 5 militaires et 6 civils et son rôle de mener avec un parlement et un gouvernement désigné aussi à la fin du mois la transition pendant un peu plus de 3 ans. Cette avancée cruciale intervient après des négociations difficiles et la mort de ces derniers mois de 250 personnes. Pendant la répression, les Soudanais réclamaient la destitution de Omar al-Bashir, finalement écarté en avril après 30 ans d'un régime autoritaire et le départ ensuite des militaires qui avaient pris le pouvoir. Cet accord est une étape importante pour la réalisation de la paix, de la stabilité, a estimé l'Égypte en le saluant comme l'Arabie Saoudite. Fête ce dimanche pour le président Recep Tayyip Erdogan brandissait cette menace depuis plusieurs mois. Il n'a pas donné davantage de détails sur le déroulement de l'opération. Maintenant, nous allons mener une opération à l'est de l'Euphrate. Nous l'avons dit à la Russie et aux États-Unis. Il nous est impossible de garder le silence face aux tirs provocateurs effectués depuis la Syrie vers nos villes frontalières. Nous allons continuer à combattre ceux qui sont les ennemis de notre pays, les groupes terroristes tels que le mouvement FETO, Daesh et le PKK. Recep Tayyip Erdogan, les forces kurdes contrôlent une partie nord de la Syrie. Elles ont reçu le soutien notamment des États-Unis dans leur bataille contre le groupe État islamique. Mais pour le président turc, ces milices kurdes sont une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un mouvement qui lutte pour l'autonomie des territoires à majorité kurde en Turquie. Recep Tayyip Erdogan réclame de longue date l'établissement dans le nord de la Syrie d'une zone de sécurité qui écarterait les combattants kurdes de la frontière turque. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.